promenade en plaine. Cette cellule était l'arsenal et le vestiaire du Nautilus. Une douzaine de scaphandres attendaient les promeneurs. 2 hommes de l'équipage vinrent nous aider à revêtir ces lourds vêtements imperméables. Le capitaine Nemo, un de ses compagnons, Conseil et moi-même, nous eûmes bientôt revêtu les scaphandres. Non sans avoir entendu le Canadien nous lancer un « Bonne chasse !» ironique. Un instant après, nos pieds foulaient le fond de la mer. Comment pourrais-je retracer les impressions que m'a laissées cette promenade sous les eaux ? Les mots sont impuissants à raconter de telles merveilles. La lumière m'étonna par sa puissance. Au-dessus de moi, j'apercevais la calme surface de la mer. Nous marchions sur un sable fin, uni. Bientôt, je reconnus de magnifiques premiers pans de rochers tapissés de zoophytes du plus bel échantillon. C'était une merveille, une fête des yeux que cet enchevêtrement de tons colorés, une véritable kaléidoscopie de vert, de jaune, d'orange, de violet, d'indigo, de bleu, toute la palette d'un coloriste enragé. Toutes ces merveilles, je les entrevis, m'arrêtant à peine et suivant le capitaine Nemo, qui me rappelait d'un geste. Nous atteignîmes une profondeur de 100 mètres, subissant alors une pression de 10 atmosphères. Mais je ne souffrais aucunement de cette pression. Je percevais encore les rayons du soleil, mais faiblement. En ce moment, le capitaine Nemo s'arrêta. Et du doigt, il me montra quelques masses obscures à une petite distance. « C'est la forêt de l'île Crespo, pensai-je. Et je ne me trompais pas. Une forêt sous-marine. C'était ici le règne de la verticalité. Bientôt je m'habituai à cette disposition bizarre, mais pendant quelques minutes je confondis involontairement les règnes entre eux, prenant les animaux pour des plantes. Et qui ne s'y fut pas trompé ? Curieuse anomalie, bizarre élément, a dit un spirituel naturaliste, où le règne animal fleurit et où le règne végétal ne fleurit pas. Vers 1h, le capitaine Nemo donnait le signal de la halte. En cet instant de repos, cela me parut délicieux, mais impossible de parler, impossible de répondre. J'approchai seulement ma grosse tête de cuivre de la tête de Conseil, et je vis les yeux de ce brave garçon briller de contentement, et, en signe de satisfaction, il s'agita dans sa carapace de l'air le plus comique du monde. Après 4 heures de cette promenade, j'éprouvai une insurmontable envie de dormir. Le capitaine Nemo et son robuste compagnon nous donnaient l'exemple du sommeil. Lorsque je me réveillai, il me sembla que le soleil s'abaissait vers l'horizon. Le capitaine Nemo était déjà relevé, quand une apparition inattendue me remit brusquement sur pied. À quelques pas, une monstrueuse araignée de mer, haute d'1 mètre, me regardait de ses yeux louches, prête à s'élancer sur moi. Je ne pus retenir un mouvement d'horreur. Le capitaine Nemo montra à son compagnon le hideux crustacé qu'un coup de crosse abattit aussitôt. Et je vis les horribles pattes du monstre se tordre dans des convulsions terribles. D'autres animaux, plus redoutables, devaient hanter ces fonds obscurs. Je n'y avais pas songé jusqu'alors. Mais au lieu de retourner au Nautilus, le capitaine Nemo continua son audacieuse excursion et nous conduisit à de plus grandes profondeurs. L'obscurité devint profonde. Le capitaine Nemo mit son appareil électrique en activité. Nous fîmes de même. Enfin, vers 4 heures environ, un mur de rochers superbes se dressa devant nous. C'étaient les Açores de l'île Crespo. C'était la Terre. Le capitaine Nemo s'arrêta soudain. Au-delà c'était cette portion du globe qu'il ne devait plus fouler du pied. Le retour commença. Nous ne suivions pas le même chemin que pour revenir au Nautilus. Cette nouvelle route nous rapprocha rapidement de la surface de la mer. À 10 mètres de profondeur, nous marchions au milieu d'un essaim de petits poissons de toutes espèces. En ce moment, je vis l'arme du capitaine, vivement épaulée. Le coup partit, j'entendis un faible sifflement et un animal retomba, foudroyé à ses pas. C'était une magnifique loutre de mer, le seul quadrupède qui soit exclusivement marin. Le compagnon du capitaine Nemo vint prendre la bête, et l'on se remit en route.
Pendant 2 heures, nous suivîmes tantôt des plaines sablonneuses, tantôt des prairies de varech fort pénibles à traverser. Franchement, je n'en pouvais plus quand j'aperçus une vague lueur qui rompait l'obscurité des eaux. C'était le fanal du Nautilus. Avant 20 minutes, nous devions être à bord. Mais je comptais sans une rencontre qui retarda quelque peu notre arrivée. Je vis le capitaine Nemo revenir brusquement vers moi. De sa main vigoureuse, il me courba à terre, tandis que son compagnon en faisait autant de conseils. Relevant la tête, j'aperçus d'énormes masses passer bruyamment. Mon sang se glaça dans mes veines. J'avais reconnu les formidables squales qui nous menaçaient. Requins terribles, au regard terne et vicieux, qui broient un homme tout entier dans leur mâchoire de fer. Je ne sais si Conseil s'occupait à les classer, mais pour mon compte, j'observais leur ventre argenté, leur gueule formidable hérissée de dents à un point de vue peu scientifique et plutôt en victime qu'en naturaliste. Très heureusement, ces voraces animaux y voient mal. Ils passèrent sans nous apercevoir, nous effleurant de leurs nageoires brunâtres, et nous échappâmes, comme par miracle, à ce danger plus grand à coup sûr que la rencontre d'un tigre en pleine forêt. Une demi-heure après, nous atteignions le Nautilus, et très harassé, tombant d'inanition et de sommeil, je regagnai ma chambre, tout émerveillé de cette surprenante excursion au fond des mers. 4000 lieues sous le Pacifique. Le lendemain matin, 18 novembre, je montai sur la plateforme. J'admirais l'océan quand le capitaine Nemo apparut. Il ne sembla pas s'apercevoir de ma présence. Une vingtaine de matelots du Nautilus venaient retirer les filets qui avaient été mis à la traîne pendant la nuit. Ces marins appartenaient évidemment à des nations différentes. Je reconnus des Irlandais, des Français, quelques Slaves, un Grec ou un Candiote. Ces hommes étaient sobres de parole et n'employaient entre eux que ce bizarre idiome dont je ne pouvais même pas soupçonner l'origine. J'estimais que ce coup de filet rapportait plus de 1000 livres de poissons. Ces divers produits de la mer furent immédiatement affalés par le panneau, destinés les uns à être mangés frais, les autres à être conservés. Je me préparais à regagner ma chambre, quand se tournant vers moi, le capitaine Nemo me dit, sans autre préambule, « Voyez cet océan, monsieur le professeur, n'est-il pas doué d'une vie réelle ? Vous verrez, au pôle, toujours la vie plus intense que sur les continents, plus exubérante, plus infinie. Élément de mort pour l'homme, a-t-on dit, élément de vie pour des myriades d'animaux. Et pour moi. Là est la vraie existence. Je concevrais la fondation de villes nautiques, d'agglomérations, de maisons sous-marines, qui, comme le Nautilus, reviendraient respirer chaque matin à la surface des mers. Ville libre, s'il en fut. Cité indépendante. Et encore, qui sait si quelque despote... Le capitaine Nemo acheva sa phrase par un geste violent. Ceci dit, il se dirigea vers le panneau et disparut par l'échelle. Je le suivis et regagnai le grand salon. Pendant les jours, pendant les semaines qui s'écoulèrent, il fut très sobre de visite. Je ne le vis qu'à de très rares intervalles. Conseil et Land passaient de longues heures avec moi. Presque chaque jour, pendant quelques heures, les panneaux du salon s'ouvraient et nos yeux ne se fatiguaient pas de pénétrer les mystères du monde sous-marin. Cette navigation fut marquée par la rencontre d'une immense troupe de calmars, curieux mollusques, très voisins de la sèche. On pouvait les compter par millions. Ils émigraient des zones tempérées vers les zones plus chaudes. Nous les regardions à travers les épaisses vitres de cristal, nageant à reculons et agitant dans une confusion indescriptible les 10 pieds que la nature leur a implantés sur la tête, comme une chevelure de serpent pneumatique. Le Nautilus, malgré sa vitesse, navigua pendant plusieurs heures au milieu de cette troupe d'animaux. On le voit pendant cette traversée, la mer prodiguait incessamment ses plus merveilleux spectacles. Pendant la journée du 11 décembre, j'étais occupé à lire dans le grand salon. Ned Land et Conseil observaient les eaux lumineuses par les panneaux entr'ouverts lorsque Conseil interrompit ma lecture. « Monsieur veut-il venir un instant ?» me dit-il d'une voix singulière. Je me levai, j'allai m'accouder devant la vitre et je regardai. En pleine lumière électrique, une énorme masse noirâtre, immobile, se tenait suspendue au milieu des eaux. Je l'observai, attentivement cherchant à reconnaître ce gigantesque cétacé.
Un navire !» m'écriai-je. Sa coque paraissait en bon état et son naufrage datait au plus de quelques heures. Triste spectacle que celui de cette carcasse. Mais plus triste encore la vue de son pont, où quelques cadavres, amarrés par des cordes, gisaient encore. J'en comptais 4. 4 hommes, dont l'un se tenait debout au gouvernail, puis une femme, tenant un enfant dans ses bras. Dans un suprême effort, elle l'avait élevé au-dessus de sa tête. L'attitude des 4 marins me parut effrayante, tordus qu'ils étaient dans les mouvements convulsifs, faisant un dernier effort pour s'arracher des cordes qui les liaient au navire. Seul, plus calme, la face nette et grave, des cheveux grisonnants collés à son front, la main crispée à la roue du gouvernail, le timonier semblait encore conduire son 3-mâts naufragé à travers les profondeurs de l'océan. Quelle scène! Nous étions muets, le cœur palpitant devant ce naufrage pris sur le fait. Et je voyais déjà s'avancer, l'œil en feu, d'énormes squales attirés par cet appât de chair humaine. Le Nautilus tourna autour du navire submergé, et un instant je pus lire « Florida, Sunderland ». Vanikoro. Ce terrible spectacle inaugurait la série de catastrophes maritimes que le Nautilus devait rencontrer sur sa route. Depuis qu'il suivait les mers les plus fréquentées, nous apercevions souvent des coques naufragées qui achevaient de pourrir entre 2 eaux. Le 11 décembre, nous eûmes connaissance de l'archipel des Pomotou, auquel la France a imposé son protectorat. Ces îles sont coralligènes. Un soulèvement lent mais continu provoqué par le travail des polypes les reliera un jour entre elles. Et un 5e continent s'étendra depuis la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie jusqu'aux Marquises. Le jour où j'ai développé cette théorie devant le capitaine Nemo, il me répondit froidement. « Ce ne sont pas de nouveaux continents qu'il faut à la Terre, mais de nouveaux hommes. » Le 25 décembre, Ned Land sembla regretter vivement la célébration du Christmas. Je n'avais pas aperçu le capitaine Nemo depuis une 8aine de jours, quand le 27, au matin, il entra dans le grand salon, ayant toujours l'air d'un homme qui vous a quitté depuis 5 minutes. Il s'approcha, posa un doigt sur un point de la carte et prononça ce seul mot « Vanikoro ». Ce nom fut magique. C'était le nom des îlots sur lesquels vinrent se perdre les vaisseaux de la Pérouse. Je pourrais visiter ces îles célèbres où se brisèrent la boussole et l'astrolabe ? Nous y sommes, monsieur le professeur. Suivi du capitaine Nemo, je montai sur la plateforme. Dans le nord-est émergeaient 2 îles volcaniques d'inégale grandeur. Le Nautilus s'approcha. J'aperçus quelques sauvages qui montrèrent une extrême surprise à notre approche. Le capitaine Nemo me demanda ce que je savais du naufrage de la Pérouse. La Pérouse et son second furent envoyés par Louis XVI en 1785 pour accomplir un voyage de circumnavigation. Ils montaient les corvettes, la boussole et l'astrolabe, qui ne reparurent plus. En 1791, le gouvernement français, s'inquiétant avec raison, arma 2 grandes flûtes. Ces recherches furent vaines. Ce fut le capitaine Dillon qui le premier retrouva les traces indiscutables des naufragés. Il mouilla devant Vanikoro en 1827, à l'endroit même où le Nautilus flottait en ce moment. Là, il recueillit de nombreux restes du naufrage. Interrogeant les naturels, on apprit que la Pérouse, après avoir perdu ses 2 navires sur les récifs de l'île, avait construit un bâtiment plus petit pour aller se perdre une seconde fois. Où ? On ne savait. Fut alors élevé un cénotaphe à la mémoire du célèbre navigateur et de ses compagnons, une simple pyramide quadrangulaire. Tel est le récit que je fis au capitaine Nemo. Ainsi, on ne sait pas encore où est allé périr ce 3e navire construit par les naufragés sur l'île de Vanikoro. Le capitaine me fit signe de le suivre au grand salon. Le Nautilus s'enfonça de quelques mètres et les panneaux s'ouvrirent. Sous des empattements de coraux, revêtus de fongies, à travers des myriades de poissons charmants, je reconnus certains débris que les dragues n'avaient pu arracher. Tous objets provenant des navires naufragés et maintenant tapissés de fleurs vivantes. Et pendant que je regardais, le capitaine Nemo me dit d'une voix grave : « Le commandant La Pérouse partit,
Avec ses navires, la boussole et l'astrolabe, ils arrivèrent sur les récifs inconnus de Vanikoro. La boussole s'engagea. L'astrolabe vint à son secours et s'échoua de même. Les naturels firent assez bon accueil aux naufragés. Ceux-ci construisirent un bâtiment, plus petit, avec les débris des deux grands. Quelques matelots restèrent volontairement à Vanikoro, les autres, affaiblis, malades, partirent avec la Pérouse. Ils périrent corps et biens. « Et comment le savez-vous » m'écriai-je. Voici ce que j'ai trouvé sur le lieu même de ce dernier naufrage. Le capitaine Nemo me montra une boîte de fer blanc estampillée aux armes de France et toute corrodée par les eaux salines. Il l'ouvrit et je vis une liasse de papier jauni, mais encore lisible. C'étaient les instructions du commandant La Pérouse, annotées en marge de la main de Louis XVI. « Ah, c'est une belle mort pour un marin, dit alors le capitaine Nemo. C'est une tranquille tombe que cette tombe de corail, fasse le ciel que mes compagnons et moi, nous en ayons jamais d'autre. » Le détroit de Torres. Le Nautilus abandonna les parages de Vanikoro. Le 2 janvier, nous avions fait 5250 lieues depuis notre point de départ dans les mers du Japon. Notre vaisseau se présenta à l'entrée du plus dangereux détroit du globe. Le détroit de Torres est obstrué par une innombrable quantité d'îles, d'îlots, de brisants, de rochers, qui rendent sa navigation presque impraticable. Le Nautilus, flottant à fleur d'eau, s'avançait, sous une allure modérée. Mes 2 compagnons et moi, nous avions pris place sur la plateforme. Devant nous s'élevait la cage du timonier, et je me trompe fort où le capitaine Nemo devait être là, dirigeant lui-même son Nautilus. « Voilà une mauvaise mer, me dit Ned Land. Il faut que ce satané capitaine soit bien certain de sa route, car je vois là des pâtés de coraux qui mettraient sa coque en 1000 pièces si elle les effleurait seulement. » La situation était périlleuse, mais le Nautilus semblait se glisser comme par enchantement au milieu de ces furieux écueils. Soudain, un choc me renversa. Le Nautilus venait de toucher contre un écueil, et il demeura immobile, donnant une légère gîte sur bâbord. Nous nous étions échoués. Le navire n'avait aucunement souffert, tant sa coque était solidement liée, mais il risquait fort d'être à jamais attaché sur ses écueils. Le capitaine parut, froid et calme, toujours maître de lui, ne semblant ni ému, ni contrarié. « Un accident » lui dis-je. « Non, un incident » me répondit-il. « Le Nautilus n'est pas en perdition. C'est aujourd'hui le 4 janvier et dans 5 jours la pleine lune. Or, je serais bien étonné si ce complaisant satellite ne soulève pas suffisamment ses masses d'eau et ne me rend pas un service que je ne veux devoir qu'à lui seul. » Ceci dit, le capitaine Nemo, suivi de son second, redescendit à l'intérieur du Nautilus. Quant au bâtiment, il ne bougeait plus et demeurait immobile. « Eh bien, monsieur ?» me dit Ned Land, qui vint à moi après le départ du capitaine. « Eh bien, ami Ned, nous attendrons tranquillement la marée du 9, car il paraît que la lune aura la complaisance de nous remettre à flot. »« Monsieur, répliqua-t-il, ce morceau de fer ne naviguera plus jamais, ni sur ni sous les mers. Je pense donc que le moment est venu de fausser compagnie au capitaine Nemo. »« Ami Ned, répondis-je, je ne désespère pas comme vous de ce vaillant Nautilus. D'ailleurs, le conseil de fuir pourrait être opportun si nous étions en vue des côtes de l'Angleterre ou de la Provence. Mais dans les parages de la Papouasie, c'est autre chose. »« Mais ne saurait-on tâter au moins de ce terrain ?» reprit Ned Land. « Voilà une île. Sur cette île, des animaux terrestres, des porteurs de côtelettes et de roast-beef auxquels je donnerais volontiers quelques coups de dent. » Ici, l'ami Ned a raison, dit Conseil, et je me range à son avis. Monsieur ne pourrait-il obtenir de son ami le capitaine Nemo de nous transporter à terre ? À ma grande surprise, le capitaine Nemo m'accorda la permission que je le lui demandais. Sans même avoir exigé de moi la promesse de revenir à bord, mais une fuite à travers les terres de la Nouvelle-Guinée eût été très périlleuse. Le canot fut mis à notre disposition pour le lendemain matin. Ned Land serait seul chargé de diriger l'embarcation. C'était un jeu pour le Canadien de conduire ce léger canot entre les lignes de récifs, si fatales aux grands navires. Le lendemain, à 8 heures, armés de fusils et de haches, nous débordions du Nautilus. Ned Land ne pouvait contenir sa joie. « De la viande !» répétait-il. « Nous allons donc manger de la viande !»
Gourmand, répondait Conseil. Il m'en fait venir l'eau à la bouche. Il reste à savoir, dis-je, si le gibier n'est pas de taille qu'il puisse lui-même chasser le chasseur. Monsieur Aronnax, répondit le Canadien, je mangerais du tigre, de l'aloyau de tigre, s'il n'y avait pas d'autres quadrupèdes dans cette île. Quelques jours à terre. Je fus assez vivement impressionné en touchant terre. Il n'y avait pourtant que 2 mois que nous étions les passagers du Nautilus, c'est-à-dire en réalité les prisonniers de son commandant. Des arbres énormes se reliaient l'un à l'autre par des guirlandes de lianes, et sous l'abri de leurs voûtes verdoyantes croissaient des orchidées, des légumineuses et des fougères. Le Canadien aperçut un cocotier, abattit quelques-uns de ses fruits, les brisa et nous bûmes leur lait, nous mangeâmes leur amande avec une satisfaction qui protestait contre l'ordinaire du Nautilus. « Excellent !» disait Ned Land. « Je ne pense pas que votre Nemo s'oppose à ce que nous introduisions une cargaison de coco à bord. »« Je ne le crois pas, répondis-je, mais il n'y voudra pas goûter. »« Tant pis pour lui, dit Conseil. »« Et tant mieux pour nous, riposta Ned Land. »« Je propose de réserver aussi une place pour la venaison, répondit Conseil, dont je n'ai pas encore entrevu le plus mince échantillon. Ayons l'œil aux aguets. Quoique l'île paraisse inhabitée, elle pourrait renfermer quelques individus qui seraient moins difficiles que nous sur la nature du gibier. Hé hé, fit Ned Land avec un mouvement de mâchoire très significatif. Ma foi, je commence à comprendre les charmes de l'anthropophagie. Ned, que dites-vous là répliqua Conseil. Vous, anthropophage? Mais je ne serai plus en sûreté près de vous, moi qui partage votre cabine. Devrais-je donc me réveiller un jour à demi dévoré? Ami Conseil, je vous aime beaucoup, mais pas assez pour vous manger sans nécessité. Je ne m'y fie pas, répondit Conseil. En chasse, il faut absolument abattre quelques gibiers pour satisfaire ce cannibale, ou bien monsieur ne trouvera plus que des morceaux de domestique pour le servir. Nos recherches ne furent pas vaines. Vers midi, nous avions fait une ample provision de bananes, de mangues savoureuses et d'ananas d'une grosseur invraisemblable. À 5 heures du soir, chargés de toutes nos richesses, nous accostions le Nautilus. Je descendis à ma chambre, j'y trouvai mon souper prêt. Je mangeai, puis je m'endormis. Le lendemain, 6 janvier, rien de nouveau à bord. Pas un signe de vie. Nous résolûmes de retourner à l'île. Vers 11 heures du matin, nous n'avions encore rien tué. La faim nous aiguillonnait. Les chasseurs s'étaient fiés aux produits de leur chasse, et ils avaient eu tort. Vers 2 heures, Ned Land abattit un magnifique cochon des bois. L'animal venait à propos et il fut bien reçu. Le Canadien en retira une demi-douzaine de côtelettes. Mes 2 amis, battant des buissons, firent lever une troupe de kangaroos. « Ah, monsieur le professeur !» s'écria Ned Land, que la rage de chasseur prenait à la tête. « Quel gibier excellent, cuit à l'étouver surtout !» Nous étions très satisfaits des résultats de notre chasse. Le joyeux Ned se proposait de revenir le lendemain à cette île enchantée, qu'il voulait dépeupler de tous ses quadrupèdes comestibles. Mais il comptait sans les événements. À 6 heures du soir, nous avions regagné la plage. Ned Land s'occupa de la grande affaire du dîner. Il s'entendait admirablement à toute cette cuisine. Les côtelettes grillées sur des charbons répandirent bientôt une délicieuse odeur. Le dîner fut excellent. La pâte de sagou, le pain de l'artocarpus, quelques mangues et la liqueur fermentée de noix de coco nous mirent en joie. Je crois même que les idées de mes compagnons n'avaient pas toute la netteté désirable. « Si nous ne retournions pas ce soir au Nautilus, dit Conseil. « Si nous n'y retournions jamais, ajouta Ned Land. À ce moment, une pierre vint tomber à nos pieds et coupa court à la proposition. La foudre du capitaine Nemo. Une pierre ne tombe pas du ciel, dit Conseil. Une seconde pierre donna encore plus de poids à son observation. Levés tous les 3, le fusil à l'épaule, nous étions prêts à répondre à toute attaque. « Ce sont des sauvages, au canot !» dis-je en me dirigeant vers la mer. Une vingtaine de naturels, armés d'arcs et de frondes, apparaissaient sur la lisière d'un taillis. Ils s'approchaient, sans courir, mais les pierres et les flèches pleuvaient. Charger le canot des provisions et des armes, le pousser à la mer, armer les 2 avirons,
Ce fut l'affaire d'un instant. Nous n'avions pas gagné 2 encablures que 100 sauvages hurlant, gesticulant, entrèrent dans l'eau jusqu'à la ceinture. 20 minutes plus tard, nous montions à bord. Je descendis au salon, d'où s'échappaient quelques accords. Le capitaine Nemo était là, courbé sur son orgue et plongé dans une extase musicale. « Ah !» me dit-il. « Eh bien, avez-vous fait bonne chasse ?»« Oui, capitaine, répondis-je, mais nous avons malheureusement ramené une troupe de bipèdes. »« Quels bipèdes ?»« Des sauvages. »« Des sauvages ?» répondit le capitaine Nemo d'un ton ironique. « Et vous vous étonnez qu'ayant mis le pied sur une des terres de ce globe, vous y trouviez des sauvages ?»« Des sauvages. Où n'y en a-t-il pas ?»« Tranquillisez-vous, monsieur le professeur, » répondit le capitaine Nemo dont les doigts s'étaient replacés sur les touches de l'orgue. Le Nautilus n'a rien à craindre de leurs attaques. Je remontai sur la plateforme. La nuit était déjà venue. Des feux nombreux, allumés sur la plage, attestaient que les naturels ne songeaient pas à la quitter. La nuit s'écoula sans mésaventure. À 6 heures du matin, les indigènes étaient toujours là, plus nombreux que la veille. 5 ou 600 peut-être. À leur geste, je compris qu'ils m'invitaient à aller à terre. Invitation que je crus devoir décliner. N'ayant rien de mieux à faire, je songeais à draguer ces belles eaux limpides. J'appelai donc Conseil, qui m'apporta une petite drague légère. « Et ces sauvages ?» me demanda Conseil. « N'en déplaise à monsieur, ils ne me semblent pas très méchants. »« Ce sont pourtant des anthropophages, mon garçon. »« On peut être anthropophage et brave homme, » répondit Conseil, « comme on peut être gourmand et honnête. L'un n'exclut pas l'autre. » Bon, Conseil, je t'accorde que ce sont d'honnêtes anthropophages, et qu'ils dévorent honnêtement leurs prisonniers. Pendant 2 heures, notre pêche fut activement conduite. Cependant, la situation avait changé, et nous ne nous en étions pas aperçus. Une vingtaine de pirogues entouraient le Nautilus, et une nuée de flèches s'abattit sur lui. « Diable ! Il grêle !» dit Conseil. « Et peut-être même une grêle empoisonnée. Il faut prévenir le capitaine Nemo, dis-je en rentrant par le panneau. » Je redescendis au salon, je n'y trouvai personne. Je me hasardai à frapper à la porte qui s'ouvrait sur la chambre du capitaine. « Entrez !» me répondit. J'entrai et je trouvai le capitaine Nemo plongé dans un calcul. « Je vous dérange ?» dis-je par politesse. « En effet, monsieur Aronnax, » me répondit le capitaine, « mais je pense que vous avez des raisons sérieuses de me voir. »« Très sérieuses. Des pirogues des naturels nous entourent. »« Ah !» fit tranquillement le capitaine Nemo. « Ils sont venus avec leurs pirogues. »« Eh bien, monsieur, il suffit de fermer les panneaux. » Rien n'est plus facile. Et pressant un bouton électrique, il transmit un ordre aux portes de l'équipage. Je rentrai dans ma chambre. Je dormis assez mal. Je travaillai dans ma chambre jusqu'à midi sans avoir vu le capitaine Nemo. On ne paraissait faire à bord aucun préparatif de départ. Cependant, quelques tressaillements avant-coureurs se firent bientôt sentir dans la coque du bateau. Le Nautilus, soulevé par les dernières ondulations du flot, quitta son lit de corail, son hélice battit les eaux avec une majestueuse lenteur, sa vitesse s'accrut peu à peu, et il abandonna sain et sauf les dangereuses passes du détroit de Torrès. Aegris Somnia. Le cap fut mis sur l'océan Indien, où la fantaisie du capitaine Nemo allait-elle nous entraîner ? Remonterait-il vers les côtes de l'Asie ? Se rapprocherait-il des rivages de l'Europe ? Résolution peu probable de la part d'un homme qui fuyait les continents habités. Descendrait-il donc vers le sud ? Irait-il pousser au pôle arctique ? Reviendrait-il vers les mers du Pacifique ? L'avenir devait nous l'apprendre. Nos journées se passèrent en expériences de toutes sortes qui portèrent sur les degrés de salure sur des eaux à différentes profondeurs, sur leur électrisation, sur leur coloration, sur leur transparence. Nous marchions, incessamment charmés par quelques merveilles nouvelles. Conseil observait et classait ses zoophytes, ses articulés, ses mollusques et ses poissons. Les journées s'écoulaient rapidement, et je ne les comptais plus. Ned, suivant son habitude, cherchait à varier l'ordinaire du bord. Véritable colimaçon, nous nous étions faits à notre coquille, et j'affirme qu'il est facile de devenir un parfait colimaçon. Donc cette existence nous paraissait facile, naturelle,
et nous n'imaginions plus qu'il existât une vie différente quand un événement vint nous rappeler à l'étrangeté de notre situation. Le 18 janvier, au matin, j'étais montée sur la plateforme et je vis apparaître le capitaine Nemo dont les yeux, munis d'une lunette, se dirigèrent vers l'horizon. Puis il abaissa sa lunette et échangea une dizaine de paroles avec son second. Celui-ci semblait être en proie à une émotion qu'il voulait vainement contenir. De mon côté, très sérieusement intrigué, je descendis au salon et j'en rapportai une excellente longue-vue dont je me servais ordinairement. Mais mon œil ne s'était pas encore appliqué à l'oculaire que l'instrument me fut vivement arraché des mains. Je me retournai. Le capitaine Nemo était devant moi. Il adressa à son second quelques mots en langue étrangère, puis se retourna vers moi. « Monsieur Aronnax, me dit-il d'un ton assez impérieux, je réclame de vous l'observation de l'un des engagements qui vous lie à moi. Il faut vous laisser enfermer, vos compagnons et vous, jusqu'au moment où je jugerai convenable de vous rendre votre liberté. Puis-je vous adresser une question ? Aucune, monsieur. » Sur ce mot, je n'avais pas à discuter mais à obéir, puisque toute résistance eût été impossible. Je descendis à la cabine qu'occupaient Ned et Land Conseil, et je leur fis part de la détermination du capitaine. 4 hommes de l'équipage attendaient à la porte et ils nous conduisirent à cette cellule où nous avions passé notre première nuit à bord du Nautilus. Tiens, le déjeuner est servi. En effet, la table était préparée. Nous nous mîmes à table. Le repas se fit assez silencieusement, puis le déjeuner terminé, chacun de nous s'accota dans son coin. En ce moment, le globe lumineux qui éclairait la cellule s'éteignit et nous laissa dans une obscurité profonde. Ned Land ne tarda pas à s'endormir, ce qui m'étonna. Conseil se laissa aussi aller à un lourd assoupissement. Je sentis mon cerveau s'imprégner d'une épaisse torpeur. Mes yeux, que je voulais tenir ouverts, se fermèrent malgré moi. Évidemment, des substances soporifiques avaient été mêlées aux aliments que nous venions de prendre. Je voulus résister au sommeil. Ce fut impossible. Le royaume de corail. Le lendemain, je me réveillai la tête singulièrement dégagée. À ma grande surprise, j'étais dans ma chambre. J'ouvris la porte, je pris par les coursives, je montai l'escalier central. Les panneaux, fermés la veille, étaient ouverts. J'arrivai sur la plateforme. Ned Land et Conseil m'y attendaient. Je les interrogeai, ils ne savaient rien. Rien ne semblait changer à bord. Ned Land, de ses yeux pénétrants, observa la mer. Elle était déserte. Le Nautilus, après avoir renouvelé son air, se maintint à une profondeur moyenne de 15 mètres. Vers 2 heures, j'étais au salon lorsque le capitaine ouvrit la porte et parut. Je le saluai. Il me rendit un salut, presque imperceptible, sans m'adresser une parole. Sa figure me parut fatiguée. Ses yeux rougis n'avaient pas été rafraîchis par le sommeil. Sa physionomie exprimait une tristesse profonde, un réel chagrin. Il allait et venait, s'asseyait, se relevait, prenait un livre au hasard, l'abandonnait aussitôt, semblait ne pouvoir tenir un instant en place. Enfin, il vint vers moi et me dit « Êtes-vous médecin, monsieur Aronnax ? Plusieurs de vos collègues ont fait leurs études de médecine. Gratiolet, Moquin-Tandon et d'autres. En effet, dis-je, je suis docteur et interne des hôpitaux. J'ai pratiqué pendant plusieurs années avant d'entrer au muséum. Bien, monsieur. Ne sachant où il voulait en venir, j'attendis de nouvelles questions. Monsieur Aronnax, me dit le capitaine, consentiriez-vous à donner vos soins à l'un de mes hommes ? Je suis prêt à vous suivre. Venez. Le capitaine Nemo me conduisit à l'arrière du Nautilus et me fit entrer dans une cabine située près du poste des matelots. Là, sur un lit, reposait un homme d'une 40aine d'années. Je me penchai sur lui, ce n'était pas seulement un malade, c'était un blessé. Sa tête emmaillotée de linge sanglant reposait sur un double oreiller. Je détachai ces linges et le blessé, regardant de ses grands yeux fixes, me laissa faire, sans proférer une seule plainte. La blessure était horrible. Le crâne, fracassé par un instrument contondant, montrait la cervelle à nu. Il y avait eu à la fois contusion et commotion du cerveau. Les extrémités du corps se refroidissaient déjà et je vis que la mort s'approchait, sans qu'il me parût possible de l'enrayer. Après avoir pansé ce malheureux, je rajustai les linges de sa tête et je me retournai vers le capitaine Nemo.
D'où vient cette blessure ? Lui demandai-je. Qu'importe, répondit évasivement le capitaine. Un choc du Nautilus a brisé un des leviers de la machine qui a frappé cet homme. Mais votre avis sur son état ? J'hésitais à me prononcer. Vous pouvez parler, me dit le capitaine. Cet homme n'entend pas le français. Cet homme sera mort dans 2 heures. Rien ne peut le sauver ? Rien. La main du capitaine Nemo se crispa et quelques larmes glissèrent de ses yeux que je ne croyais pas faits pour pleurer. Pendant quelques instants, j'observais encore ce mourant dont la vie se retirait peu à peu. Je cherchais à surprendre le secret de sa vie dans ces dernières paroles échappées de ses lèvres. « Vous pouvez vous retirer, monsieur Aronnax, » me dit le capitaine Nemo. Je laissai le capitaine dans la cabine du mourant et je regagnai ma chambre, très ému de cette scène. Le lendemain matin, je montai sur le pont. Le capitaine Nemo m'y avait précédé. Dès qu'il m'aperçut, il vint à moi. « Monsieur le professeur, me dit-il, vous conviendrait-il de faire aujourd'hui une excursion sous-marine ?»« Nous sommes à vos ordres, capitaine. »« Veuillez donc aller revêtir vos scaphandres. » Du mourant ou du mort, il ne fut pas question. Il était 8 heures du matin. À 8h30, nous étions vêtus pour cette nouvelle promenade. Accompagnés du capitaine Nemo, que suivait une douzaine d'hommes de l'équipage, nous prenions pied à une profondeur de 10 mètres sur le sol ferme où reposait le Nautilus. Une légère pente aboutissait à un fond accidenté. Ici, point de sable fin, point de prairie sous-marine. C'était le royaume du corail. Le capitaine Nemo s'engagea sous une obscure galerie dont la pente douce nous conduisit à une profondeur de 300 mètres. Quel indescriptible spectacle! Ah, que ne pouvions-nous communiquer nos sensations! Cependant, le capitaine Nemo s'était arrêté. Mes compagnons et moi nous suspendîmes notre marche et me retournant, je vis que ces hommes formaient un demi-cercle autour de leur chef. 4 d'entre eux portaient sur leurs épaules un objet de forme oblongue. En observant le sol, je vis qu'il était gonflé en certains points, avec une régularité qui trahissait la main de l'homme. Au milieu de la clairière se dressait une croix de corail qui étendait ses longs bras qu'on eût dit faits d'un sang pétrifié. Sur un signe du capitaine Nemo, un des hommes s'avança et commença à creuser un trou avec une pioche qu'il détacha de sa ceinture. Cette clairière, c'était un cimetière. Le capitaine Nemo et les siens venaient enterrer leurs compagnons au fond de cet inaccessible océan. Le corps enveloppé dans un tissu de byssus blanc descendit dans son humide tombe. Le capitaine Nemo, les bras croisés sur sa poitrine, et tous les amis de celui qui les avait aimés, s'agenouillèrent dans l'attitude de la prière. Mes 2 compagnons et moi nous étions religieusement inclinés. La tombe fut alors recouverte et tous étendirent leurs mains en signe de suprême adieu. Alors la funèbre troupe reprit le chemin du Nautilus. À 1 heure, nous étions de retour. Dès que mes vêtements furent changés, je remontai sur la plateforme et en proie à une terrible obsession d'idées, j'allai m'asseoir près du fanal. Le capitaine Nemo me rejoignit. Je me levai et lui dis « Ainsi, suivant mes prévisions, cet homme est mort dans la nuit ?»« Oui, monsieur Aronnax, répondit le capitaine Nemo. » Et cachant d'un geste brusque son visage dans ses mains crispées, le capitaine essaya vainement de comprimer un sanglot, puis il ajouta « C'est là notre paisible cimetière, au-dessous de la surface des flots. » « Vos morts y dorment du moins tranquilles, capitaine, hors de l'atteinte des requins. »« Oui, monsieur, » répondit gravement le capitaine Nemo. « Des requins et des hommes. »